Nous voilà en Île-de-France, à 50 km au sud de Paris, pour découvrir Vaux-le-Vicomte, l'un des plus beaux châteaux de France que vous avez placé à la 12e position. Édifié à l'initiative de Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, ce château et son domaine qui se déploie sur près de 500 hectares est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture classique du XVIIe siècle. Ascanio de Vaugué et sa famille sont propriétaires du château depuis 5 générations. En 1968, ils décident de l'ouvrir au public pour honorer et partager ce témoignage remarquable de la grande histoire de France. En construisant Vaux, Fouquet avait 2 objectifs, se faire une maison de famille et en même temps, il fallait aussi qu'il fasse des relations publiques parce que sa mission en tant que ministre des Finances, c'était d'essayer d'accumuler des masses considérables d'argent auprès des hommes riches du royaume et avoir un grand château a inspiré confiance et c'est comme ça qu'il a réussi à obtenir d'énormes sommes d'argent pour financer les guerres de Louis XIV. Pour faire de ce château une ode à la démesure et à la beauté, Nicolas Fouquet choisit les plus grands artistes de son temps. L'architecte Louis Levaux, le jardinier paysagiste André Lenôtre, ainsi que le peintre décorateur Charles Lebrun. Ceux-là même qui seront appelés quelques années plus tard à réaliser le château de Versailles. Leur génie, allié à l'immense fortune de Nicolas Fouquet, donne naissance à une œuvre totale. C'est un château de représentation, de fête, de plaisir. Cette façade, elle est creuse, donc ça fait une scène de théâtre extraordinaire, avec évidemment des petits carrés sculptés dans lesquels apparaissent en alternance le chiffre de Fouquet, c'est-à-dire les F croisés percés d'une flèche, et donc les écureuils, l'emblème de Fouquet, puisque le mot Fouquet veut dire écureuil dans le langage poitevin. Sa famille vient du Poitou. On retrouve ce petit animal un peu partout dans le château. Sur les tapisseries, les moulures ou en décor peint. Une manière pour l'égocentrique maître des lieux de marquer son territoire. Des appartements d'apparat richement décorés expriment d'ailleurs sans équivoque le pouvoir et le goût sûr de Nicolas Fouquet. Nous voici dans la chambre des muses. Fouquet était un passionné d'art, un passionné d'artiste aussi. Cette pièce est dédiée à sa passion pour les arts. Et on y trouve dans chaque coin de la voussure du plafond 2 muses qui représentent chacune un art, donc la danse, la musique, la comédie. Et au centre, le plafond réalisé par Lebrun lui-même. Et le personnage principal qui est au centre, avec le drapé blanc, c'est la fidélité. On évoque évidemment la fidélité au roi. Et c'est dans la chambre destinée à Louis XIV que la majesté des décors atteint son apogée. Le plafond est un des plafonds les plus riches du château, avec des stucs extraordinaires, avec des anges et des ailes suspendues. Et dans le coin, on voit des lions qui sont sculptés et dorés, qui représentent évidemment la puissance de Louis XIV. Le roi Soleil n'a jamais dormi dans cette pièce, mais il s'y est reposé quelques instants lors de sa visite historique au château de Vaux-le-Vicomte le 17 août 1661. Ce soir-là, Nicolas Fouquet inaugure son château en grande pompe avec une soirée luxueuse. Au cours de cette inoubliable soirée, le roi Louis XIV, sa mère Anne d'Autriche et 600 courtisans sont conviés à une réception qui comprend un concert du compositeur Jean-Baptiste Lully, une représentation d'une pièce de Molière, ainsi qu'un incroyable repas mis en scène par le célèbre maître d'hôtel François Vatel. La soirée se termine par un grand feu d'artifice dans les jardins. La légende raconte que Louis XIV aurait été offusqué par l'étalage de tant de richesses. Vert de jalousie, il aurait donc ordonné l'arrestation du surintendant des finances. Le complot qui mène à la chute de Nicolas Fouquet est évidemment beaucoup plus complexe, mais le souvenir de cette soirée reste gravé dans l'histoire. Lors de votre visite de Vaux-le-Vicomte, ne manquez pas de pénétrer dans le grand salon. Vous pourrez y admirer une projection du grandiose projet imaginé par Charles Lebrun pour décorer sa voûte. Un projet qui ne vit jamais le jour du fait de l'arrestation du maître des lieux. À Vaux-le-Vicomte, on propose aux visiteurs une immersion dans les cuisines telles qu'elles étaient la veille du célèbre dîner. François Vatel s'apprête alors à servir au roi une nouveauté gastronomique appelée l'ambigu. Dominique Michel, historienne de la cuisine, nous en dévoile les subtilités. L'ambigu, c'est de mettre dans une pièce richement décorée tous les mets d'un repas. Les plats chauds, les plats froids, les plats salés et les plats sucrés. Et le but, c'est d'abord d'éblouir les convives et puis d'éveiller
tous les sens. On va employer les produits les plus rares, les plus chers. Par exemple, l'ananas, le roi des fruits, des truffes, ou bien sûr les huîtres, parce que vous savez qu'elles sont un petit peu aphrodisiaques. Enfin, ce qu'on disait à l'époque. Hein. Et alors, on s'en gave littéralement. Le château commémore l'effervescence des cuisines en ce soir de réception avec des mises en scène théâtrales hautes en couleurs. François va-t-elle pour vous servir? Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Il me faut au moins 200 macarons pour la reine Anne d'Autriche. Ces succulents macarons qui sont une mode à la cour. Tout le monde en raffole. Alors pressez, s'il vous plaît. Ça donne de la vie. C'est vrai que c'est rare de voir des cuisines de château comme ça, complètement reconstituées, animées, etc. On se croit vraiment au XVIIe siècle, quoi. Je pense que vous aimeriez goûter à ces macarons. Vous pourrez vous aussi déguster ces délicieux macarons avant de partir à la découverte d'une autre merveille du château. 33 hectares de jardin à la française magnifiquement préservés. Avec ses buis taillés au cordeau, ses allégories sculptées et son sublime parterre de fleurs, ce jardin est un joyau végétal qu'Alexandre de Vogüé, frère d'Ascanio, ne se lasse pas d'arpenter. Pour la première fois, André Le Nôtre rassemble à une telle échelle et à un même endroit les principales caractéristiques qui vont faire la définition du jardin à la française. C'est avant tout cette impression de simplicité, d'harmonie, de justesse des proportions. C'est la première fois qu'André Le Nôtre va considérer le jardin comme un élément du paysage. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'architecte paysager. Ce jardin aux allures d'œuvre d'art est entretenu par une dizaine de jardiniers encadrés par Patrick Borgeaud, chef jardinier du château. Il est magnifique, Patrick, ce parterre de fleurs cette année, bravo. Ce parterre de fleurs est une spécificité de Vaux-le-Vicomte. On plante environ 10 000 fleurs et j'ai toujours tendance à dire que tous les jardiniers, quand ils arrivent ici, ils se prennent 350 ans d'histoire des jardins sur les épaules. On essaye toujours vraiment de faire au mieux, de respecter les contraintes d'un jardin du XVIIe. Le monumental jardin de Vaux-le-Vicomte ainsi que les splendides appartements du château vous attendent pour une visite inoubliable au cœur de l'un des plus beaux témoignages de l'architecture du XVIIe siècle. Notre pays est décidément riche d'une multitude de monuments, tous plus beaux les uns que les autres. On poursuit notre visite du musée de Cluny dans cette magnifique chapelle de l'abbé Jacques d'Amboise où vous pouvez découvrir des décors peints remarquablement conservés, notamment deux peintures murales monumentales datant du début du XVIe siècle et qui font partie des nombreux trésors de ce musée, tout comme l'incroyable collection de vitraux des XIIe et XIIIe siècles provenant de l'abbaye royale de Saint-Denis ou de la Sainte-Chapelle à Paris, fabriqués par les plus grands maîtres verriers de l'époque. Le vitrail, qui, je vous le rappelle, est une invention du Moyen-Âge. Alors, n'hésitez pas à venir vous perdre dans leur contemplation. Le monument préféré des Français 2022, c'est terminé. Mais merci à vous d'avoir été si nombreux à voter et à soutenir les monuments de vos régions. Merci aux 14 monuments sélectionnés pour leur accueil et pour leur disponibilité. J'espère surtout que nous vous avons donné envie d'aller les visiter. Profitez-en. Le week-end qui vient, eh bien, ce sont les Journées européennes du patrimoine. Merci également au musée de Cluny qui nous a ouvert ses portes et que je vous encourage à aller découvrir ou redécouvrir après son impressionnante restauration. Au revoir, à très vite pour la prochaine édition du monument préféré des Français.